Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin, ce mercredi, sur la radio Taxi FM Lomé. Ensemble avec mes confrères, nous reviendrons sur les sujets qui font l'actualité, bien entendu, notamment la question politique avec l'annonce de nouvelles élections, les locales et les référendums, en plus des législatives, pour le 20 décembre prochain. Pendant ce temps, la C14 aussi annonce des meetings d'information sur l'ensemble du territoire. Le 22 et le 23 septembre prochain, loin de s'apparenter à une, réponse du berger à la bergère, beaucoup s'interrogent sur les initiatives. Mettront-elles fin au statu quo? On se pose la question, on va y revenir d'ailleurs. On parlera aussi économie avec la suspension de la fusion UTB-BTCI. Cela fait plusieurs années que l'État togolais peine à céder ses banques. Ces difficultés ne renseignent-elles pas plus sur l'état de déconfiture de ces banques? On va en parler avec Tchakala Alirou, le patron du journal Courrier de la République, Jean-Paul Arolete Agbo, Arolete, Focus Info, Isidore Akolor, Actu Express et Olivier Adja, afripresse.info. Nous n'aimons pas le conformisme, mais des débats contradictoires pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio géniale. Retour en studio avec mes confrères. Pour l'instant avec nous en studio, le grand citoyen d'État Tchakala Alirou. Tchakala, bonjour. Bonjour, grand citoyen d'État Saint-Ric. Bonjour à toutes les grandes citoyennes d'État et à tous les grands citoyens d'État. Et bonne reprise après une semaine de repos. Ça valait la peine quand même. Ah oui, il faut se refaire un peu de santé, se ressourcer. Je crois que on reprendra de très bons pieds comme ça. C'est parti pour 3 mois et demi. Bonjour Isidore Akolor. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Et vous allez bien? Reprise. Pas mal, non? Est-ce que ça va bien le Togo? Je me porte comme le Togo. D'accord, très bien. Nous donnerons aussi la parole aux auditeurs à 10 minutes de la fin du magazine. On sera rejoint en studio tout à l'heure par Olivier Adja, le patron de AfriPresse, et Jean-Paul Agbo Arolete, le patron de Focus Info. Mais d'abord, il y a un sujet sur la santé qui est largement commandé depuis plusieurs semaines. Ça vous a pas échappé d'ailleurs. Vous avez quand même posté une de vos équipes ces derniers jours, Tchakala, au CHU Sylvanus Olympio, 24 heures chrono, donc à cet hôpital. Vous avez vu beaucoup de choses, en tout cas. Oui, on a vu beaucoup de choses. Le CHU Sylvanus Olympio, c'est l'hôpital de référence. Et quand on parle de référence, ça veut dire que la qualité doit y être, tant sur le plan infrastructure, sur le plan même des locaux, que sur le plan même de la qualité des soins qui sont donnés. Et nous y avions passé un long temps, et nous avons encore nos oreilles qui sont assourdies par l'infernal balai des ambulances. Ça veut dire que c'est normal. C'est normal, il n'y a pas d'heure où on ne signale pas, soit la sirène des sapeurs-pompiers, des véhicules des sapeurs-pompiers, ou même des ambulances qui réfèrent certains patients qui étaient dans certaines cliniques ou centres de santé dont le cas devient un peu critique et on les réfère vers le CHU Sylvanus Olympio. Bon, il y a aussi les gens qui vont là-bas, qui arrivent là-bas, qui ne se retrouvent pas parce que voyant leurs patients dans un état critique, et aussi c'est un parcours de combattant. Il faut prier fort, les gens, vous voyez, prier, implorant quand même Dieu de venir les assister. Et le point qui nous a aussi vraiment marqué, c'est quand vous avez un malade et que cela nécessite la transfusion sanguine et que vous devez rechercher des poches de sang pour sauver la personne. Là, franchement, et même à son pire ennemi, on ne lui souhaiterait pas cette situation, parce que ça devient compliqué. Il faut courir à perdre haleine, il faut certaines fois sonner, et certaines fois même recourir à des parents, ou bien à des relations, pour que vous puissiez avoir. Donc, c'est ce qui nous pousse maintenant à demander aux Togolais vraiment de faire du don de sang quelque chose de naturel quand on prend son déjeuner, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à un proche à vous, ou bien même à vous. Donc je souhaiterais... Et c'est quand ça vous arrive que vous allez voir des gens là-bas. Qui dorment presque. À la transfusion sanguine. Ça vraiment. D'autres sont obligés même de traverser la frontière ouest. Ah oui?
pour aller chercher le groupe du sang. Vous voyez, donc ça devient tellement critique. Et au-delà de ça, il y a le problème de lit. On voit des gens dormir à même le sol. Des malades, dormir à même le sol. Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La qualité du personnel, on ne peut pas douter de ça. Le Togo a quand même de bons médecins, de bons agents de santé. Et ils ont prêté serment de sauver des vies. Quand on dit que tel c'est un génie, il est génie parce qu'il a du matériel pour exprimer ce qu'il a appris. Mais ici, nous avons des médecins, nous avons des professeurs qui font des preuves ailleurs, qu'on sollicite un peu dans de grands centres d'autres pays. Mais ici, il peut beau être bon, mais quand le matériel vient à manquer, vous voulez qu'il fasse quoi? Les médecins, ce ne sont pas des magiciens après tout. Et on voit aussi des gens qui retrouvent le sourire parmi ces gens-là. Parce que quand vous venez dans un état désespéré, par miracle, on a pu récupérer votre mort qui était entre-temps dans l'antichambre de la mort. Oui. Là, vous retrouvez le sourire. Et vous pouvez que le CHU pas bien. Oui, il ne se porte pas bien. Il ne se porte pas bien. C'est tout un autre monde là-bas. Et c'est une autre école de la vie. Il faut y aller pour voir les réalités. Bonjour Olivier Adja. Oui, bonjour cher grand citoyen d'État, Sa Sainteté Eric Gator. Et bonjour aussi à toutes et à tous ceux qui sont à l'écoute. Vous allez bien? Très bien. Vous en avez parlé un petit peu, cette affaire de scandale des implants périmés. Le sujet, on ne va pas entrer dans le fond puisque beaucoup en ont déjà parlé, mais vous avez insisté sur l'appel aujourd'hui de la Ligue des droits de l'homme qui exige du ministère de la Justice l'ouverture d'une enquête judiciaire. Évidemment, et on ne le dirait jamais assez. Le ministère public ne s'est jamais autosaisi des dénonciations, des scandales révélés par la presse togolaise. Sous d'autres cieux, une simple publication permet au ministère public de fouiller et de faire des enquêtes. Nous ne sommes que des lanceurs d'alerte, quitte à l'autorité de bien fouiller et voici ce que la presse publie est vrai ou faux. Mais aujourd'hui, bon, il y a des personnes qui ont ou des personnes qui ont intérêt à agir. Et même si c'est personne physique ou personne morale, aujourd'hui au moins il y a deux associations. Il y a la Ligue des consommateurs qui avait interpellé en temps le ministère et le ministère de la Justice et la Ligue togolaise des droits de l'homme vient d'enfoncer le clou. Donc il nous revient de relayer ces genres d'informations pour que plus tard on ne dise pas que personne n'a eu intérêt à agir. Et nous osons croire que pour une première fois, le ministère public doit se saisir de ce va se saisir. Vous croyez sincèrement que nous osions croire. Olivier, sur cette question aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas important que la justice quand même, ne serait-ce qu'ouvrir une information judiciaire dans cette affaire? Oui, c'est ça. Parce que depuis, on n'a ni écouté le Premier ministre sur le sujet, ni le ministre de la Santé. On a juste vu une note de service au CHU dont on dit, bon voilà, le docteur concerné n'est plus autorisé à intervenir au CHU alors qu'il n'intervient jamais presque pas là-bas. Non, dans l'idéal, donc c'est qu'on puisse ouvrir donc une enquête et du moins lancer une procédure contre ceux-là qui sont impliqués dans cette affaire rocambolesque, même si à l'heure actuelle on peut supposer donc avec les grands principes de droit qu'ils sont donc supposés innocents, c'est une présomption d'innocence jusqu'à ce que on établisse leur culpabilité. Mais je crois que le travail qui a été fait par notre confrère s'est basé sur une série donc d'éléments de preuves, donc pouvant aider du moins l'administration et du CHU Sylvanus Olympio donc à pouvoir en tout cas engager des poursuites. Mais j'aimerais quand même dire aussi que ce n'est pas seulement le CHU. Vous savez, notre système sanitaire, ou du moins nos hôpitaux plutôt, sont en lambeaux. Et même les hôpitaux privés... Je pense que vous avez bien fait de dire que nos hôpitaux plutôt, parce que on nous a rappelé cette semaine qu'on n'a pas un système de santé. Ouais, bon, de toutes les façons, mais c'est en lambeaux. Je vais quand même vous rappeler, ou du moins se faire un témoignage. Et il y a de cela quelques jours seulement, j'ai une voisine qui
Je ne sais pas ce qui lui a pris. Elle a voulu se suicider, donc en prenant des produits qui sont donc mauvais pour la santé. Et dans la précipitation, on m'a fait appel pour la transporter donc à l'hôpital ou du moins dans une unité de soins. Et d'abord, je suis allé donc dans une unité de soins ici, je crois non pas hôtel de Lille. Il y a une unité qui est au niveau donc du carrefour Y en allant vers Adidogome, oui. Et on arrive, on nous garde d'abord dans la voiture pendant au moins 5 minutes. Et le médecin est arrivé à pas de sénateur accompagné de ses assistantes. On dirait un roi, donc dans son royaume. Et il est arrivé, il a vu, on voulait transporter la malade. Ils disent non de ne pas donc la faire sortir. Qu'il arrive, il prend 5 minutes dans son bureau et il envoie une des instances, nous dit que leur unité ne peut pas prendre en charge ce cas. Je vous assure que j'ai été vraiment scandalisé. Ça c'est le mot. J'ai été abasourdi. J'ai été vraiment surpris par cette attitude d'indifférence et de cynisme par rapport à une urgence. Une urgence. Et lorsque vous prenez un poison, ce sont des minutes. On peut vous sauver avec les secondes comptent plutôt. Donc voilà, et on est arrivé au CHU Campus. Au moins là-bas, ils ont pu intervenir et ils l'ont pris en charge. Aujourd'hui, elle est hors de cause. Donc je crois que tout le système a un souci, et ce n'est pas seulement la question ou du moins le scandale du CHU qui va changer quoi que ce soit. Vous demandez tout à l'heure si les autorités ne devraient pas agir. Mais dites-moi, quand est-ce qu'il y a eu un scandale et le ministre de la Santé ou je ne sais pas un directeur de la Santé a monté au créneau pour donc s'exprimer? Ça n'a jamais donc existé. C'est comme si nous sommes. Non, je crois que il faut vraiment que nous-mêmes en tant que citoyens, nous prenons la mesure des choses et nous nous protégeons. Bonjour Jean-Paul Agbo. Bonjour Eric. Est-ce que le système sanitaire togolais vous inquiète vous aussi, comme certains de nos compatriotes? Non, si vous avez l'habitude de parcourir les pages de Focus Info depuis des années, vous avez dû vous rendre compte qu'on y revient très régulièrement. C'est un système qui, je dirais presque, en tout cas à titre personnel, m'a pris des membres de ma famille. On a fait plusieurs dossiers sur le CHU Campus, sur le CHU de Tocoin, dans presque tous les services, jusqu'à la morgue. Donc, je suis très bien placé pour savoir que c'est un système, je viens d'entendre que c'est un système qui n'existe pas. Je dirais pas ça, je crois que c'est tout un... Vous vous rappelez, le chef de l'État avait fait un discours dans lequel il a dit qu'il faudrait qu'on organise les états généraux de la santé. Ça veut dire qu'on a constaté quand même qu'il y a des problèmes. Non, il y a même eu des experts qui ont été recrutés, qui ont fait un audit, ils ont pondu un rapport auquel nous avons eu accès, nous avons publié d'ailleurs quelques pages de ce rapport, et ils ont fait des recommandations. À ce jour, heureusement, malheureusement, puisque Dieu merci, je n'y suis pas admis depuis très longtemps. Je ne sais pas si ces recommandations sont prises en compte. Il y a comment on l'appelle, la réforme qui a été opérée dans les hôpitaux aujourd'hui. Le terme m'échappe. La contractualisation. Je ne sais pas s'il n'est pas trop tôt pour faire le bilan. Je ne sais pas si quelque chose a véritablement changé dans ces centres-là, mais honnêtement, c'est Dieu qui nous protège en matière de santé dans ce pays. Parce que ce n'est pas uniquement le cas, Olivier l'a dit, dans les hôpitaux publics. Non, même jusque dans les cliniques. Dans les cliniques, c'est souvent pire, dans les cliniques. En cas d'urgence, je pense que vaut mieux aller soit dans les plus grandes cliniques ou directement à l'hôpital, parce que les cliniques, excusez-moi le terme de quartier, ça sert absolument à rien. En plus, l'urgence, c'est quelque chose de particulier dans le système hospitalier. Donc, tous les médecins ou toutes les cliniques ne sont pas pourvus pour faire face à des cas d'urgence. Donc, encore une fois, c'est Dieu qui nous protège, qui nous sauve. Et il est temps que les autorités publiques prennent en considération le cri des Togolais. Jusqu'à quand Dieu nous protégera quand même de ces situations si nous-mêmes on n'assoit pas
d'une certaine façon quelques éléments. Il y a 2 jours ou même hier, on suivait en France le déroulé quand même du plan santé fait par le président de la République. Dans l'après-midi, il y a le ministre ou la ministre de la Santé, son collègue de l'enseignement supérieur qui ont fait une conférence de presse ce matin. Ils sont sur tous les médias français pour relever le fond du système de santé, ce qu'on est en train de mettre en place. Pourquoi est-ce que chez nous, on n'a jamais connu ça? Ou bien on n'est pas encore devenu démocratique pour être à ce niveau? Non, mais quand on parle de santé, ce n'est pas une question de démocratie, mais c'est une question qui relève du bon sens. C'est que les populations ont droit à ce strict minimum, la santé. J'ai un tout petit peu souri quand le confrère Jean-Paul dit que bon, c'est Dieu qui nous sauve. Oui, c'est vrai, c'est Dieu. Parce que dans même mes 24 heures chrono au CHU, j'ai dit ça. Quoi qu'on dise, quand des cas sont critiques, certains estiment que bon, c'est au niveau des cliniques qu'il faut aller, mais ces cliniques-là, quand les cas deviennent critiques, on les réfère vers le CHU. Oui. Donc tout le temps, autant aller directement vers là. Certains oui. perdent la vie bêtement parce que, oui, on dit que non, au niveau de nos centres de santé publics, ce n'est pas ça. Mais il suffit de petits détails et puis on meurt comme ça. Les accouchements qui deviennent compliqués, il faut les référer. Vous voyez, alors qu'on a déjà perdu suffisamment de temps, on a fatigué suffisamment la dame enceinte, et bon, vous voyez, il suffit de quelques secondes et puis, bon, ce qu'on redoute arrive. Maintenant, s'agissant Si vous voulez, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Nous allons observer une petite pause publicitaire, ça durera à peine 1 minute 30. On revient pour la suite des Taxi Press. Retour en studio pour la suite des Taxi Press. Là, vous n'avez pas encore fini. Oui, non, ce qu'il faut faire aujourd'hui, vous savez, le CHU Sylvanus Olympio date de plusieurs décennies déjà. Depuis les années 60 et quelques, si j'ai bonne mémoire. Non, on a de l'espace. Il faut oser aujourd'hui. Oui, il y a Non, il y a des espaces, il faut oser. Les Égyptiens sont en train de nous construire, de vouloir. Oui, voilà. Ça a commencé. Je ne sais pas, mais il y avait un projet comme ça. Mais l'urgence est telle qu'il faut précipiter les travaux. Il faut. Sinon, ça ne ressemble même pas à un petit dispensaire ailleurs. Alors que chez nous, pour un très grand pays, c'est notre hôpital de référence. Ça veut dire que c'est en dehors de notre époque, ce centre-là. Tout est à refaire. Les locaux même ne prêtent pas mine. Le matériel même qui est quasiment inexistant. Mais tout le temps, on jette la pierre aux médecins. Mais les médecins togolais sont les mieux formés. Ils ont cette compétence. Il y a aussi un problème de conscience. Quand vous y allez, vous remarquerez qu'il y en a parmi eux. Peut-être que ce ne sont pas des médecins. Des infirmières, des infirmiers, des gardes malades qui se comportent comme ils sont en territoire conquis. Mais il y a une autre situation que nous traînons depuis des lustres, c'est cette grève générale illimitée. On a dû prendre un peu partout pour sauver ce qu'il est. Ces gens-là sont restés là jusqu'à ce jour. L'administration togolaise souffre de ce mal-là. Des années 93, où on a lancé, ou bien 92, on a lancé la grève générale illimitée, il fallait sauver ce qu'il faut. Ceux-là qui n'ont même mémoire, cette grève est toujours en cours. Oui, on ne l'a pas encore levé. Oui, bon, je suis pas. Allez-y, je dois parler, excusez-moi, Isidore. Je suis pas tout à fait d'accord avec mon frère Tchakala quand il dit tout, c'est à refaire. Non, c'est pas à refaire, c'est à raser. Il faut raser quand même. Non, il faut raser complètement là-bas. Au-delà du fait que les structures ne sont plus adaptées, et il y a un certain nombre de défaillances, il y a aussi, je dirais, le côté spirituel humain. Il y a eu trop de souffrances, trop de cris cette infrastructure, il faut la raser complètement et nous proposer de grandes infrastructures dignes de ce nom. Avec, ça a été dit par Sakala, on a des médecins très bien formés. Vous allez en région parisienne, il y a beaucoup de médecins togolais qui sont très bien formés, plus qu'au Togo, qui gagnent au Togo que le mois. Non, je parle de ceux qui ont pris sur eux de rester et qui gagnent, excusez-moi encore une fois le terme, des cacahuètes, et qui donnent d'eux-mêmes. Ce n'est pas au Togo aujourd'hui, si tu veux être médecin et travailler dans ces centres-là, c'est pas pour gagner bien ta vie. Non, ils gagnent rien du tout. Donc c'est presque un sacerdoce. Donc ces gens-là, il faut les accompagner. Un chirurgien qui gagne 200 000 francs. Non, après combien d'années d'études. Oui. Donc c'est un sacerdoce, ces gens-là. Il faut les féliciter, les encourager, les soutenir. Et je crois que le chef d'État ne peut pas finir ses mandats sans que, au-delà de l'aéroport, au-delà des infrastructures routières, sans qu'on ait un centre de santé de référence. Ça, c'est pas son mandat social. Son mandat social. Donc, c'est très important qu'on ait un centre de santé de référence dans notre pays.
Isidore Akolor. Non, je voulais juste vous faire remarquer que je m'étonne de votre étonnement. Mais vous vous souvenez d'un Premier ministre qui a dit que il ne se soigne pas ici. Et donc, pourquoi vous vous étonnez Est-ce que ça peut justifier ce qu'on est en train de voir? Mais voilà. Et puis des fois, avant d'être évacué, il faut qu'on te prodigue les premiers soins. Les premiers soins, voilà. Donc, voilà, c'est une démission totale de l'État. Et on a le courage de le dire, et l'honnêteté de le reconnaître. L'État a démissionné sur ce plan-là. Et je pense que si beaucoup sont enclins à amener leurs malades dans les cliniques, c'est pour beaucoup de raisons. Et nos médecins, ils font leur meilleur soin dans les cliniques aujourd'hui. Vous y allez, on vous dit, bon, si vous voulez être bien soigné, ou même on vous recommande des examens, on dit, allez à telle clinique pour le faire. Donc, voilà, des produits pharmaceutiques. Bon, nous ne voulons pas arriver avec ces histoires d'implants qu'on achète dans d'autres cliniques. Et si on les renvoie au CHU Sylvain Sonipio, c'est pour qu'on ne dise pas que la personne est décédée dans telle clinique. Ce n'est pas... Ah oui, c'était ça. C'est ça, là. C'est ce que vous voulez juste ajouter. Donc, c'est un appel, je joins ma voix à celle de Jean-Paul pour que qu'on puisse raser le CHU, par exemple. Raser le CHU, nous doter d'un centre de santé digne de ce nom. Un hôpital dernier, avant de passer à notre sujet. Oh non, je crois que tout est dit. Et il ne faut pas donc faire mieux le diagnostic de la situation que ce que nous venons de faire. Et ceux-là qui sont concernés aussi sont à l'écoute. Combien ça peut coûter de construire donc on parle de 500 millions. Une structure hospitalière de référence dans notre pays ou sous d'autres cieux. Les gens le font. Donc, et Jean-Paul l'a dit, le chef de l'État, il a placé son mandat sur le sceau du social et je crois que la construction ou du moins la prise en charge donc au niveau sanitaire et des populations, ça fait partie intégrante donc du social et il a fait d'autres actions déjà dans d'autres domaines, mais je crois que ça reste au niveau de la santé, on l'attend aussi donc qu'il montre un signal fort aux populations que nous sommes avant 2020 ou la date de la fin de son mandat. Bon, peut-être qu'avec les Chinois, on va nous construire un hôpital de référence. Ce n'est plus avec les Indiens. Bon, on avait même eu aussi de la Chine, à poser une pierre. On a mis une pierre. Alors, on va aborder un autre sujet. C'est lié donc à la corruption. Depuis lundi, on en parle puisque jeudi passé, il y a la commission qui a quand même lancé une sensibilisation par rapport donc à la lutte contre la corruption. Est-ce que ça ressemble beaucoup plus à une opération de charme, à votre avis, Isidore? Pour moi, c'est du folklore. Parce que il ne faut pas mobiliser des ressources, les mêmes ressources que nous avons pour aller faire des campagnes de sensibilisation, alors que la corruption court les rues. Mais chaque fois, on dénonce des cas de corruption. La route Lomé et Enfouin-Vaughan, mais est une illustration. Vous prenez même le tronçon qu'on appelle-t-on boulevard des Armées, oui. Mais sur à peine 200-300 mètres, et puis il n'y a pas de caniveau. Il n'y a pas de caniveau, mais ça court les rues. On n'a pas besoin. Et même le plus récent même, les histoires de 600 millions de la canne qui ont été dilapidées. Mais il y a du grain à moudre. Qu'on ne nous dise pas que c'est maintenant qu'il faut sensibiliser la population au cas de corruption. Oui, pour moi, c'est du folklore. Parce que vous voyez souvent les grands, peut-être, les gros voleurs de la République, si on peut vous appeler ainsi, mais dans notre vie quotidienne, il y a beaucoup de cas de corruption. Oui, attaquons-nous aux requins au lieu de nous en prendre. Mais les petits poissons vont grandir. Non. Je pense que ce genre d'initiative est importante. Contrairement à Isidore, c'est important, mais en même temps, pour être franc, je crois que c'est marginal. C'est important, mais c'est marginal. Très bien. Je crois que le signal le plus important à donner, c'est celui de l'obligation de la reddition des comptes. Il faut que on s'habitue, on habitue nos responsables politiques, nos responsables des sociétés, etc. Enfin, toute la société togolaise à rendre des comptes. Quand on vous confie une responsabilité à intervalles réguliers, il faut rendre des comptes.
Et puis c'est la première chose. La deuxième chose, il faut aussi habituer les gens à ce qu'ils soient punis lorsque effectivement il y a un certain nombre de choses. Pourquoi est-ce qu'on punit jamais chez nous? Justement, c'est là où je veux en venir. Il n'y a jamais de punition. Et donc, il n'y a jamais de sanction. La Cour des comptes, je crois que la Cour des comptes s'est un peu réveillée pour faire son boulot. Mais il est important qu'à chaque fois que la Cour des comptes, que la presse, vous parliez tout à l'heure des implants. Oui. Et moi, je ne sais pas si ce qui est dit est vrai ou pas. J'aurais bien aimé, par exemple, écouter le médecin lui-même. Mais une fois que c'est sorti dans la presse, il aurait été pertinent qu'une information judiciaire soit ouverte. Et qu'on dise, bon, voilà ce qui a été dit dans tel journal, c'est établi ou une partie est établie, tout ça. Juste comme ça. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on habitue les gens à être responsables. Une procédure disciplinaire aurait pu être ouverte même au sein du CHU pour voir la différence. Mais on se complaît trop dans l'impunité, dans la non-sanction, et ce qui fait que, bon, comme tu le dis, les petits poissons deviennent des années plus tard des requins, et puis les requins deviennent des baleines, et en fin de compte, on a un système du plus bas aux plus hautes autorités qui, de façon naturelle, considèrent que bon, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de punition, donc en fait par réflexe, on pose des actes. Comme dirait l'autre, le pays est à volo. Oui, quelque part sur ce plan-là. Donc, je pense que l'initiative prise est à saluer. Il faut sensibiliser, il faut faire. La presse est là. Il ne faut pas qu'ils aient dépensé des millions simplement sur le terrain. Il faut qu'ils associent aussi la presse. Oui. À de messages de campagne. Exactement. Parce que c'est pas après avoir dépensé 5 millions qu'ils vont venir chez vous gratuitement à la radio pour parler de l'anticorruption. Il faut associer la presse à ces jeunes. Mais, encore une fois, c'est marginal. Il faut plus. Il faut une vraie volonté politique de sanctionner lorsque on marche en dehors des clous. Très bien. Tchekala Alero, sur cette question de la corruption. Oui, est-ce que vous sentez un réel engagement de la part de nos autorités dans cette affaire? Vous avez écouté le discours du Premier ministre la dernière fois. C'était bon le test quand même. Non, sans être alarmiste, moi je dirais tout simplement qu'on est dans cette dynamique de lâcher la proie pour l'ombre. C'est pas maintenant qu'on va entreprendre cette campagne. Vous savez, cette haute autorité, elle a été mise en place il y a combien de temps? Pas moins de 2 ans, bientôt 2 ans. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a eu à faire? Et ce ne sont pas des sujets qui ont manqué. Des sujets étaient là. Tout ne se passe pas de jour où la presse ne dénonce certaines situations qui prévalent dans le pays. Mais ces gens-là sont restés amorphes. Entre-temps, on nous parlera de moyens qu'ils ont mis tel nombre d'années avant d'avoir un local, avant d'avoir les moyens. Mais quand on vous investit d'une mission et qu'on ne met pas les moyens, vous démissionnez. Il faudrait que nous apprenions cette culture de la démission dans le pays. Vous êtes investi pour faire quelque chose. Et celui-là qui vous a investi, c'est qu'il faut des moyens. Mais vous faites 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et au-delà, on ne vous donne pas les moyens, ça veut dire que vous n'êtes pas utile. Démissionnez. Et là, ça va créer un autre déclic et on dira que non, on a fait semblant de vouloir lutter contre la corruption, mais les réalités sont ailleurs. C'est ça. En fait, cette haute autorité, c'était pour faire plaisir à ces bailleurs de fonds, l'institut américain là, et le Millennium Challenge compte tout ça là. Donc, sinon, si on sent vraiment le besoin, à partir du moment où on met en place, et même c'est le président de la République même qui a mis ça en place. Donc, on devrait leur donner les moyens pour qu'ils puissent mener à bien. Aujourd'hui, ils ont un peu de moyens. Maintenant, non, vous savez, nous sommes à la fin de l'année, il faut essayer le peu d'argent qui se trouve dans la cagnotte, il faut justifier cela. Sinon, là où ils sont en train de diriger à l'intérieur, non, si je le dis, c'est la triste réalité. En fin d'année, vous voyez les séminaires de renforcement de capacité, c'est maintenant, c'est la saison. Et ils sont aussi, cette autorité aussi, est dans cette dynamique. Ah ouais. Et on est aussi dedans. Donc vous voyez un peu, ça fait un peu désordre. Sinon, on a la composition même des membres de cette haute autorité. Moi, j'aurais voulu même qu'on pioche ces gens-là dans ceux-là qui exercent dans le privé. Donc pourquoi? Non, ceux-là, ils seront un peu libres de gérer certaines situations qu'ils verraient. Mais quand on prend quelqu'un, bon, quand vous prenez
Par exemple, l'autre là, mon confrère Haroun Lardia, on parle de 600 millions. Et c'est son ministre qui doit être dedans. Vous pensez que Harouna Lardia va faire quoi que ce soit dedans? Quand vous prenez le garde de Ligue des consommateurs, ACT ou bien comment ça s'appelle? Non, ATC. À la Djouf. Ce monsieur arrive devant. Il est un agent de la Régie nationale des eaux. Il fallait du lourd, il fallait du consistant. Comme disait nos auditeurs hier, face à des milliardaires, on met en place des gens qui n'ont jamais compté des millions. Il ne fait pas. Oui, c'est que j'aurais voulu même de la construction. Je donnerai la parole à c'est pour de terre contre de fer. Olivier. Non, mais moi j'estime que, mon confrère Jean-Paul a dit, que cette sortie, elle est à sa place, sa raison d'être, même si elle est marginale. Il fallait la faire. D'abord, cette haute autorité, elle n'est pas connue assez par la population de l'intérieur, sa mission, ses objectifs, etc. Donc, il fallait faire cette mission. Mais, en réalité, elle ne s'attaque pas à la racine même du problème, donc de la corruption. Parce que, en le faisant, même en mettant en place cette haute autorité, moi j'ai l'impression que le gouvernement ou l'État donc fait aveu d'impuissance face au phénomène de la corruption. Tout simplement parce que il y a des organes et des outils qui étaient déjà en place pour lutter contre la corruption, justement, et ces organes n'ont jamais agi. Donc, ça veut dire tout simplement que la Cour des comptes, la justice, c'est-à-dire, c'est son rôle. Le procureur de la République, normalement, devrait se saisir de tous les dossiers qui sont produits par la... Là, vous me rappelez une phrase de Tiki Akadam sur cette antenne où il disait si vous voulez pas faire régler un problème, créez une commission et puis c'est fini. Jacques Chirac il a repris. De toutes les façons, et moi c'est une observation, j'ai l'impression que demain, à côté de cette haute autorité, on va créer une basse autorité ou une petite autorité. Je ne sais pas, mais c'est-à-dire il faut s'attaquer au phénomène de la corruption, et en réalité la justice est la première arme contre la corruption. Et on a un appareil donc de justice dans notre pays, on a un procureur, on a tout ce qu'il faut pour combattre la corruption. Mais est-ce qu'on avait besoin encore de créer cette haute autorité? Soit, certains me répondront oui, soit oui, mais alors quand on nous dit qu'il y a, je crois, l'audit, le gouvernement veut faire l'audit des grandes entreprises, des ministères, des ministères à 2020. Mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est-à-dire, il y a un sérieux problème. Soit le gouvernement ou le ministre en charge devait venir nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi cette période, et on serait convaincu. Sinon, depuis que le Togo est Togo, mais on a des corrupteurs, on a des corrompus. Bon, donc, et puis les scandales, ça se multiplie. Je finirai en disant que, en réalité, on dit l'impunité se nourrit donc du silence et de nous. Mais aussi l'impunité encourage comment il a fait de nouvelles vocations. Oui. Il ne faut pas oublier ça. L'impunité fait de nouvelles vocations. Et c'est ce que j'ai remarqué au sein de la société togolaise, c'est que les gens, les petits et commis, et même les élèves se disent, mais si, voilà, le haut d'en haut là, s'il prend, on ne le punit pas, donc moi aussi je peux prendre. Rien ne va m'arriver. Et alors il commence cette vocation, comme vous l'avez dit, il grandit comme un poisson, et il deviendra un requin. Ce que je voulais juste ajouter. Après Jean-Paul. Jean-Paul a dit quelque chose qui est passé inaperçu. Pour une campagne de sensibilisation, est-ce qu'on a véritablement associé la presse? Je ne le pense pas. Est-ce que ces réunions vont permettre aux populations de l'intérieur ou d'ailleurs de mieux comprendre le système? Et finalement, on va se reposer sur nous et nous demander de faire du bénévolat. Là, mais c'est toujours comme ça. Non, c'est pas normal. C'est nous manquer du respect. Et on a le courage de lui dire, il ne faudrait pas qu'on nous a dit, bon, venez à une conférence publique, et puis nous allons relayer, ils savent que nous allons relayer, on donne 5 000 acquis aux reporters, et puis ça s'arrête là. Bon,
À vous de savoir ce que vous voulez aussi. Non, c'est juste pour ajouter que Olivier a souligné quelque chose d'important. Il me semble que dans les pays occidentaux à grande tradition démocratique, ce genre de commission n'existe pas. Non. Oui, mais pourquoi en Afrique... Ils sont en apprentissage. Non, et si la justice fait bien son travail, on n'a pas besoin de commission. Bon, je n'ai pas les tests fondateurs de cette commission, mais je ne sais pas si cette commission a des prérogatives de coercition. Non. De coercition. Non, on parle même de prévention. Est-ce qu'elle peut diligenter des enquêtes, tout ça? Non. Je crois que... elle peut avoir des informations et elle demande au procureur de faire le travail. Mais est-ce qu'on a besoin d'une commission pour transmettre? La presse fait son travail, il y a la Cour des comptes, il y a un certain nombre de choses. Et la justice, des fois même, il y a des corbeaux qui envoient des dénonciations à la justice et tout ça. Et que la justice se saisit de ces et diligence des enquêtes. On n'a pas besoin de... C'est vrai que commission, ça donne l'impression qu'on fait beaucoup de choses, mais en réalité, si la justice assume ses responsabilités, on n'a pas besoin de cette commission. Monsieur, merci beaucoup. Un autre sujet qui n'est pas loin de ce que vient de dire, c'est la suspension de la fusion de BTCI UTB. Vous savez que les institutions de l'OTAN ont demandé à l'État togolais de céder les banques parce que les banques togolaises qui sont la propriété du Togo connaissent des difficultés. Et depuis lors, un processus a été lancé. UTB, BTCI, ces deux banques ont de la peine à trouver de repreneurs. Aujourd'hui, le patron, Patrick Mesterlet, a suspendu le processus de fusion. Bon, pour quelque temps, c'est sûr. Est-ce que cela ne renseigne-t-elle pas véritablement sur, on va dire, l'état de déconfiture même de ces banques? Elles ont été mal gérées avant et on a de la peine à trouver des repreneurs. Tchakala. Non, c'était tout pourri. C'était pourri jusqu'aux os. Et maintenant, on demande à quelqu'un de redonner une certaine vie à la chose. Ça ne peut pas marcher. Ça ne relève pas de la magie. Quand les fondamentaux même n'existent pas, vous voulez que le miracle se fasse comment? Quand des gens se sont endettés, les gens ont fait de ces banques-là leur coffre-fort où ils vont tout le temps puiser. Les noms sont là. Le bâtiment y est. Les bâtiments, on voit les agences qu'on ouvre un peu partout à chaque coin de rue. Mais la matière, ce qui peut consacrer à ces structures le nom de banque, ça n'existe pas. C'est vrai, les gens là nous ont demandé de privatiser, de céder et que l'État se désengage. Parce qu'à un moment, l'État n'est pas arrivé à donner un vrai sens à ce qui devrait être banque. Il en est de même de nos hôtels aussi. La privatisation, qu'est-ce que ça a donné? Celui-ci vient et il prend la charge de la banque pour un temps. À un moment, bon, il ne se retrouve plus. Et puis bon, on part, on laisse et on nous colle un procès ailleurs qu'on a tel nombre de milliards à verser à celui-là qui, entre-temps, s'était affiché comme ne gérant pas bien la chose. Donc, je crois qu'il faut aujourd'hui tout remettre à plat et repartir sur des bases plus saines. On ne va pas demander aux gens de reprendre une banque qui n'existe que de nom. Si moi je vais prendre une banque, si j'ai des moyens pour reprendre et que je sais que il n'y a pas de matière sur laquelle je vais me reposer. Qui sont ceux-là qui ont mis ces banques dans ces conditions jusqu'au point où aujourd'hui personne n'en veut? On peut te donner des non, on les connaît, on ne va pas les citer, on ne va pas les exposer. Non, on ne va pas les citer. Je donne seulement l'initiale K. On commence par K. En réalité, on ne peut pas dire que personne n'en veut. On ne peut pas dire que personne n'en veut. Selon mes informations, de toutes les façons, il y a des repreneurs privés qui se sont positionnés. Mais vous savez, donc, les cessions des banques, ça ne se fait pas comme on va acheter du maïs au marché. Donc, c'est tout un processus. Il faut une dizaine d'années avant qu'on ne cède une banque? Non, je ne sais pas trop, mais quand même, je crois que c'est un processus. Vous vous rappelez de la date où le processus a commencé? Oui, le processus a commencé il y a longtemps, mais je sais que ça ne fait pas 10 ans. Mais le problème de fond même, ce n'est même pas la question de la cession. C'est la question des statuts, donc, du personnel des deux banques. C'est-à-dire, vous avez la BTCI qui est rongée, donc, par les termites depuis des années.
et qui ne tient que qui ne tient plus debout de toutes les façons. Le bâtiment est là, l'immeuble. Le bâtiment est là. Non, je ne parle pas de l'immeuble. D'accord, très bien. Je parle de l'institution. Donc ça n'existe que de nom. Et voilà. Oui, qu'est-ce qui ont rendu l'institution comme ça? Tout le monde le sait, ça on va pas revenir sur ce qui s'est passé. Non, moi je ne sais pas. D'abord les prêts douteux et des milliards et des milliards sont sortis comme ça et des gens sont venus du Bénin de partout puiser dedans. Nous-mêmes au Togo ici, bon, comme quelqu'un l'a dit, c'est notre caisse privée et on en puise comme on veut et voilà, donc sans aucune rigueur, d'accord? Donc comment on peut gérer des institutions avec autant de laxisme et de facilité? Donc, ça crée ce que ça pouvait créer, mais à ce moment, il faut se rappeler que l'UTB avait une bonne santé financière, du moins. Et on veut mélanger les deux, parce qu'on veut que, voilà, et Pierre sauve Jean, ou bien, voilà, et on a créé encore des problèmes à l'UTB aujourd'hui. Mais le souci aujourd'hui, ce que M. Patrick et Marcelé donc propose, ça ne convient pas au personnel, puisqu'il a proposé donc je crois un plan social qui n'est pas d'avis ou bien qui n'apporte pas l'avis des employés et qui ont demandé que ça soit amélioré. Maintenant même Patrice et Mastrelé le français qui a été décrié et pour l'enlever, on lui a fait une promotion. Il gère maintenant les deux, voilà, les deux directeurs de la BTCI et de l'UTB, et c'est lui en réalité qui coiffe les deux et qui gère tout. Donc, il a été obligé de s'arrêter parce que tout simplement, vous avez des gens, peut-être, je donne un exemple banal, à l'UTB qui gagnent 200 000 francs. Donc, pour le même travail, au niveau de la BTC, vous avez des gens qui gagnent 500 000 francs. Donc, si vous mettez les deux, comment vous allez pouvoir harmoniser les deux salaires? Donc, c'est ce que les gens réclament avec d'autres avantages. Et c'est ce qui fait arrêter aujourd'hui le travail. Jean-Paul Lago, sur ce sujet de la fusion, ce processus. Honnêtement, je ne maîtrise pas le dossier, mais rien qu'à écouter les commentaires, les titres, je pense qu'il y a eu peut-être des confusions qu'on ne doit pas faire. Est-ce qu'on parle de session ou est-ce qu'on parle de fusion? Ce n'est pas forcément la même chose. C'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième, je ne suis pas convaincu qu'il y ait si c'est effectivement une session, qu'il n'y ait pas de repreneur pour aussi bien pour la BTCI. D'accord. Encore une fois, je ne maîtrise pas le dossier. Alors, fusion-création. Une fusion, une session. Donc, je ne suis pas convaincu qu'on n'ait pas de repreneur pour ces banques-là. C'est rare que des banques comme ça ne trouvent pas de repreneur. Et à ce que je sache, non, j'en viens, laisse-moi finir. À ce que je sache, il y a des repreneurs depuis des années. Donc, je pense qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Au-delà de ce que Olivier dit, qu'il y a un problème de la gestion, justement, du personnel, etc. Il y a un certain nombre de questions qu'il faut résoudre. Il faut aussi savoir, et ça a été dit en partie, que la BTCI, comme l'UTB, et surtout la BTCI, c'est une banque qui a été au cœur, finalement, du maintien un peu de l'écosystème de notre pays pendant la grave crise qu'on a traversée depuis les années 90. Donc, pour parler trivialement, elle a servi de vache à lait ou de financement au gouvernement, à l'État, pour que l'État puisse survivre pendant toute cette période. L'État, parce qu'elle avait cette banque, a pu plus ou moins s'en sortir. Si vous privatisez tout ça, et si demain il y a une crise, l'État, ces banques, étant entre les mains d'autres actionnaires d'étrangers, vous ne pouvez pas les actionner pour faire un certain nombre d'actions pendant la crise. Donc il y a un certain nombre, on ne le dit pas suffisamment, c'est pas Mestralé qui décide qu'il faut fusionner, qu'il faut céder. Mestralé, à la limite, ce n'est qu'un mandataire. Oui, bien sûr. C'est l'État. Donc, est-ce que vous êtes convaincu que au niveau de l'État, tout le monde veut céder? Donc la question, c'est pas qu'il n'y a pas de repreneur. Encore une fois, je ne maîtrise pas le dossier, mais je suis convaincu que
tout le monde ne veut pas qu'on cède ces banques pour des raisons que vous avez évoquées, notamment pour qu'on ne découvre pas demain tout ce qui a été fait depuis des années, mais aussi pour anticiper sur demain. Est-ce que demain, on aura encore des outils financiers? Parce qu'on a déjà cédé certaines banques. Oui, mais justement, on en a cédé. Est-ce que tout le monde veut qu'on cède tout? C'est ce que je dis. Si demain, il y a une crise, est-ce qu'on pourra avoir entre les mains des instruments financiers qui permettent de survivre? Donc, c'est cette question-là que ces gens se posent et qui retardent ça. Donc, maintenant, est-ce que la cession, la fusion, c'est la bonne... c'est la bonne option. Honnêtement, j'en sais rien. Il faudra poser la question à des spécialistes. Très bien. Écoutez, on va revenir sur ce sujet. Rassurez-vous, messieurs. Nous allons marquer encore une petite pause. Je vous donnerai la parole là-dessus, monsieur. À tout à l'heure. Retour en studio avec les confrères Tchakala Alirou, Jean-Paul Agbo, Isidore Akolor et Olivier Adjan. Avant de les retrouver, nous avons au téléphone Gilles Guagua à la rédaction. Gilles, bonjour. Oui, bonjour Eric. Alors, le journal, c'est tout à l'heure à 12h45. Quel est le menu de Taxi Midi? Alors, dans l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à jour J-5 pour le début de la rentrée scolaire. Pendant que les parents proposent un report de celle-ci, certains élèves s'occupent pour aider leurs parents dans l'achat des fournitures. Ce sera le dossier de la rédaction. Alors, également dans l'actualité, la situation des droits de l'homme et les libertés fondamentales en lien avec la crise socio-politique togolaise a eu sa réponse dans un rapport publié par le CACI, c'était hier mardi. En ce moment, nous parlerons de la saison 2018-2019 de la Ligue des Champions. Merci beaucoup Gilles et à tout à l'heure. À tout à l'heure, Eric. Retour en studio avec les confrères. On parlait de la fusion BTCI-UTB qui pose problème, en tout cas avec les employés qui demandent des avantages et des acquis également. Quel est votre commentaire sur le... Non, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le développement de nos confrères, sauf que je reste dans ma logique. C'est une démission de l'État. C'est symptomatique même de la gestion qu'on fait de l'État togolais. Ici, ailleurs, au Ghana, le président est en train de nationaliser les banques parce que ça fait partie des souverainetés de l'État. Et aujourd'hui, au Togo, on brade tout à qui veut. J'étais étonné que la banque la plus en état de santé qui avait été liquidée en temps, je voulais parler de BTD. Oui. BTD, la banque qui a été cédée à Orabank. Oui. Et aujourd'hui, BTCI et UTB. Donc, quelle banque le Togo a aujourd'hui qui peut répondre? Bon, pour l'instant, on a toujours BTCI et UTB. Hein. Bon, on ne l'a pas encore cédé, mais ça finira pas arriver. C'est là où je dis que nous manquons de vision. Si les étrangers iront faire des prêts au niveau de des banques, comment dirais-je, régionales à 2%, et vous venez nous proposer des prêts à un taux usurier de 14 voire 17%, oui. Mais est-ce que le Togolais pouvait s'en sortir? Mais est-ce que c'est ce que je voulais relever? Un vrai problème. C'est un vrai problème. Non, mais le taux est fixé par la commission. Même que ce soit les Togolais. Parce qu'ailleurs, c'est très élevé. C'est très élevé. Ailleurs, ici, c'est très élevé plus qu'ailleurs. Vous savez pas ce que j'ai dit? Non. Sous d'autres cieux, c'est 10% au maximum, 9. C'est pas 13, 14%. 14%. Sous quel cieux? Au Bénin, aller au Bénin, vous n'avez pas... Oui, en France, c'est le même taux. Non, mais la France... mais la France n'est pas sous le contrôle de la BCEAO. Mais quand même, dénonçons ce taux usurier. Quand vous faites un prêt à 12, 15%, un an, ça vous fait le 100%. Non, en fait, s'agissant des banques, il y a un paradoxe qui m'afflige, moi. Au même moment, on dit que certaines banques nationales sont en souffrance, on voit d'autres venir s'installer dans le pays. Le boom des banques, là, ça n'a jamais eu lieu que ces 5 dernières années. Vous comprenez? Donc, les banques qui se sont installées dans le pays. La Société Générale. Tidjari Wafa, par exemple. Tidjari Wafa Bank qui a pris entre-temps la BIA. Il y a BCI, qui a d'autres. Donc ça veut dire qu'il y a matière à gérer dans notre pays. Mais on dit qu'il n'y a pas l'argent dans le pays. Oui, mais qu'est-ce qui explique ce foisonnement sans précédent
des banques dans notre pays. On a quelle grosse structure à gérer. Donc, il faut aussi mener une analyse autour de ces banques-là qui s'installent au pays pour voir la réalité des faits. La réalité des faits, tu sais, ça participe de l'évasion fiscale et des flux financiers illicites. Je peux vous donner. Non, je ne sais pas, ce ne sont pas des suppositions. C'est aussi tiré trop vite à une non, écoute, non, c'est pas une conclusion. Tu permets. Et quelles sont les activités financières que mènent nos industries ou nos sociétés au Togo pour qu'on ait un foisonnement des banques? Mais c'est ça, c'est des pistes. On va aussi renseigner que le taux de bancarisation au Togo est assez faible. Alors, le taux de bancarisation, et combien de Togolais sont occupés? Et qu'est-ce qui attire tant les banques à venir maintenant se bousculer au portillon togolais? Je crois qu'on peut peut-être faire les analyses ou du moins et tirer des conclusions tels que mes confrères le font, mais il faut aussi que ça soit basé sur des éléments. Si c'est des éléments. Ah oui, l'analyse, je comprends bien, on peut faire des analyses, on peut te demander combien de Togolais ont des comptes donc dans ces banques qui se sont installées. Combien d'entreprises avons-nous? Combien d'industries avons-nous? Mais le banquier s'installe certainement parce que ce n'est pas tout le monde qui déclare ses activités ni ses actifs. Il y a plein de personnes qui font des affaires dans ce pays et dont toi et moi, on ne connaît même pas. Donc, le poids financier. D'accord? Je ne dis pas que tu le rejoins. C'est des flux financiers illicites. Non, mais. Tu le rejoins? Non, pas du tout. Ah oui? Pardon. Laissez-moi continuer. J'ai des activités. Je fais des activités. Je ne suis pas obligé de venir vous dire que j'ai des entrées d'1 milliard, de 2 milliards. Ça n'a rien à voir avec l'évasion fiscale. C'est mes activités qui me rapportent cet argent. Je parle des flux financiers illicites. Oui, donc, flux financiers illicites, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, dans la banque, on est au Togo. Oui. D'accord? Flux financiers illicites. Je fais mon commerce à Sigame, je viens de déposer mon argent. Et tu le ressors dans les paradis fiscaux. Combien de... Oui, mais moi je ne parle pas de ressortir. Je ne parle pas de ça. Mais ils sont là pour ça. Elles sont là pour ça. Ces banques-là sont là pour ça. Je dis que c'est une conclusion. C'est pas une conclusion. J'avais participé à une formation en temps il y a de cela 2 ans. Peut-être je me rappelle très bien au Sénégal. J'étais revenu avec des éléments qui font que le Togo est en pôle position des flux financiers illicites. Et vous pensez que c'est les banques qui... Mais qu'est-ce qu'ils font sortir l'argent? Non, je ne sais pas de quel élément dispose ici. Mais je suis surpris que on se bat notre coup parce qu'il y a beaucoup de banques dans notre pays. On devait plutôt s'en réjouir parce que ça crée des emplois. Non, on s'interroge. Non, il n'y a pas à s'interroger. Est-ce qu'il y a profité aux Togolais? Non. Mais comment c'est les Togolais qui y bossent? C'est les Togolais qui y travaillent et qui consomment. Ces institutions, quand ils s'installent ici. Non, je crois que, on parlait tout à l'heure de vision, de projet et tout ça. On peut dire ce qu'on veut. Mais depuis toujours, même sous Gnassingbé Yadema, et je crois que le président actuel s'est inscrit dans cette démarche-là, le Togo veut être un pays de service, veut attirer beaucoup de sociétés, d'entreprises qui sont dans les services. Donc, on ne fait pas suffisamment pour les en tirer, mais en tout cas, on en attire sur les institutions financières. C'est pour ça que toutes ces institutions viennent, parce qu'on leur accorde des avantages particuliers qui font qu'ils préfèrent s'installer ici qu'ailleurs parce qu'ils sont des avantages. D'autres pays ont fait d'autres choix. L'Éthiopie attire les industries, tout ça en favorisant l'environnement qui permet à ces industries de s'installer. Il y a beaucoup de choix. Nous, on a fait le choix d'attirer les banques, les institutions financières. C'est pour ça beaucoup installent leur siège ici parce qu'ils en ont l'avantage. Il y a d'autres choses qu'on peut faire, mais là, particulièrement, c'est le cas. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu un paradis fiscal. On critique même le Togo en ce que nos impôts sont trop élevés. Je discutais encore hier avec certains opérateurs qui se plaignaient. Donc, on ne peut pas considérer que notre pays soit devenu un paradis fiscal de ce point de vue. Maintenant, qu'on profite de l'existence de ces banques, institutions financières pour faire de l'évasion fiscale ou de trafic illicite, ça, j'en laisse la responsabilité à mon ami Isidore. Mais c'est pas l'objet
de l'installation de ces institutions, c'est pas pour favoriser. Je voulais qu'on parle politique un petit peu maintenant, la parole aux auditeurs. Messieurs, vous allez vite. Vous savez que, oui, le temps, il est 12h10 ici à Lomé. Alors, la question politique intéresse nombre de nos concitoyens, nous aussi sur le plateau. Il y a des auditeurs qui commencent à demander si les facilitateurs sont déjà dans nos murs. On n'en sait pas grand-chose. Mais aujourd'hui, avec l'annonce de la CENI d'organiser en plus des législatives telles qu'indiquées par la feuille de route de la CEDEAO, la CENI a parlé des locales et du référendum. Et ces deux scrutins seront organisés le 16 décembre. Et 4 jours après, on retournera encore aux urnes pour choisir nos députés. Est-ce que tout ça, en plus de ce que la coalition vient de dire, qu'elle organise des meetings 22 et 23 septembre prochain, est-ce que tout cela mettra fin au statu quo qu'on a dénoncé tout au début? Chakala, on va y aller très rapidement, nous avons une dizaine de minutes. Non, mais moi je suis plutôt préoccupé par la situation qui prévaut dans le pays. On a pensé qu'il y aurait un certain dégel depuis que la CEDEAO s'est impliquée dans notre crise. Il y a eu des antidotes qui nous ont été prescrits pour une heureuse sortie de crise, mais on constate que au niveau de certains états-majors, on regrette même qu'on ait fait appel à la CEDEAO. On regrette, parce que si on ne regrette pas, la feuille de route, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tous les points contenus dans cette feuille de route, quel sort on est en train de leur réserver ces points-là? Non, je crois qu'on va un tout petit peu se prendre au sérieux. Les Togolais quand même souffrent et il serait peut-être un peu indécent que la classe politique continue toujours par meurtrir un peu les Togolais qui en ont assez de tout ce que... Parce que quand vous prenez... Toute la classe politique, vous voulez dire? Comme ceux-là qui sont en train aujourd'hui de piétiner cette feuille de route. La feuille de route, on la connaît. Ceux-là même qui, entre-temps, après la feuille de route qui a été soumise à la classe politique globale, certains ont applaudi à se faire mal aux doigts. Que non, enfin, ils sortent gagnants de cette feuille. Mais à partir du moment où vous sortez gagnant et que cette feuille vous arrange, déroulez-la. Déroulez-la. On ne veut pas une mise en œuvre sélective des recommandations qui sont contenues dans cette feuille de route. C'est l'aboutissement c'est la mise en œuvre de tous ces points-là qui, dans l'aboutissement, dans la chute va occasionner les élections. Maintenant, on prend un dernier aspect et bon, peut-être, on est en train de remonter. Beaucoup de choses ont été dites. Et on n'est même pas arrivé à gérer cette feuille de route qu'on chauffe. Et maintenant, on se donne des tâches supplémentaires en parlant de local. On attendait ces locales-là depuis. C'est bien. Maintenant, donc c'est une bonne nouvelle. Non, c'est une bonne nouvelle, mais c'est vrai. On a comme cette impression que certains prennent ces élections-là comme c'est un épouvantail à faire fuir. Non, les Togolais s'inscrivent dans la dynamique. Quand vous allez dans tous les états-majors de partis, que ce soit du bord du pouvoir ou de l'opposition, les gens veulent aller aux élections, mais pas à n'importe quel prix. Il faut un strict minimum qui garantisse la transparence, l'équité et tout ce que nous connaissons, c'est ce que nous voulons. Et c'est cette feuille de route, si on l'a mise en œuvre correctement, comme il nous a été recommandé, je crois que personne n'aurait peur d'aller à ces élections. Et tant mieux. Là, on veut nous dire aussi que l'état de santé économique du pays est tellement bon qu'on peut faire en moins de 4 ou 5 jours 3 scrutins. Oui. Local, le référendum, le référendum et tout ça, local, et puis on attend de voir ce que ça va donner. Olivier, sur cette question, la CENI qui veut organiser ce scrutin-là, en plus des locales et du référendum. Oui, non, mais je crois que la CENI est dans la droite ligne de son travail, ou du moins dans son rôle, parce que on a une CENI et on doit organiser des élections. Et on a une date pour ces élections et je ne vois pas en quoi donc on va refuser à cette CENI donc de travailler. Maintenant c'est quitte aux politiques de s'entendre pour soit revoir la composition de la CENI ou la renforcer ou demander à ce que elle arrête son travail. Mais si donc cette étape ou ces exigences ne sont pas donc posées, la CENI
en tant qu'organe qui est chargé en tout cas de superviser, d'organiser les élections, ne peut que faire son travail. Maintenant, au niveau de la feuille de route, moi, j'estime que la CEDEAO fait un travail louable, mais qui n'est pas achevé. La feuille de route a des faiblesses et qui crée aujourd'hui la situation dans laquelle nous nous trouvons. Quel type de faiblesse? Mais la première faiblesse et la plus importante que je note, c'est l'absence de chronogramme pour la mise en œuvre des réformes. Oui. Des réformes et de toute la feuille de route d'ailleurs. Je crois que ceux-là, les politiques qui ont eu la primeur donc de cette feuille de route ont manqué, donc je crois, de vigilance, d'accord, pour attirer l'attention de la CEDEAO sur ce point-là. Parce que la CEDEAO ne nous dit pas de faire les réformes au lendemain du 31 ou avant avant le 20 décembre. C'est-à-dire, on a ça, au moins on peut faire les réformes entre le 31 et le 20 décembre, d'accord. La CEDEAO n'a jamais donc indiqué quelles sont les réformes prioritaires et à quand les faire, si bien qu'il y a cette ouverture là, et je vois donc que le pouvoir aussi joue sur cela, et l'opposition court donc de gauche à droite. Est-ce que tout cela ne va quand même pas, je veux dire, instaurer ou endurcir ou permettre à ce que le statu quo s'enracine beaucoup plus, Jean-Paul? Je ne pense pas. Moi, je fais une nuance entre le statu quo et la crise. Le statu quo, pour moi, c'est qu'au lendemain du 20 décembre ou le 22 décembre, le jour où la CEDEAO est censée se réunir pour connaître encore une fois de la situation togolaise, en tout cas par rapport à la feuille de route qui a été donnée, et que le 22 août, donc, la CEDEAO fasse le constat que rien n'a évolué. Donc, c'est cela le statu quo. Mais j'ai pas l'impression, je lis pas dans le Mac de café, mais vu le cheminement qu'on est en train de faire, qu'au 22 décembre, on serait le statu quo. Le statu quo serait que au 22 décembre, il n'y ait pas eu de réforme. Il n'y a rien eu en fait. Il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de réforme. Les réformes dont on a parlé, la CEDEAO a parlé, dont les Togolais parlent depuis, qu'il n'y a rien eu. Qu'on soit comme on était au moment où la CEDEAO a fait sa feuille de route, qu'on soit comme on était en 2017 lorsqu'il y a eu le 19 août. Donc là, ce sera le statu quo. Mais si le 22 décembre, il y a réforme, quelle que soit la manière dont la réforme est arrivée, parlement ou référendum, limitation à 2 tours, élection du président, limitation du mandat, élection à 2 tours, etc., législative, etc., le 22, on ne peut plus parler de statu quo. Il y a eu évolution. Oui, mais... En revanche, et je finis là-dessus, en revanche, ça ne voudra pas dire que la crise est finie. Parce que, peut-être que je vais surprendre beaucoup, mais je ne connais pas beaucoup de pays où des élections règlent les crises. Lorsque vous avez une crise économique, vous avez beau organiser, on le voit en France partout, vous avez beau organiser toutes les élections, le lendemain des élections, mais la réalité vous rattrape. Vous avez une crise sociale, le lendemain des élections, la réalité vous rattrape. Ça ne veut pas dire que la crise est finie. Ça ne veut pas dire qu'un certain nombre de personnes, là on va parler de législative, on va parler de trucs, tous ceux qui, enfin, certains qui ont défilé en disant que Faure Gnassingbé ne doit pas se présenter en 2020, ou que Faure Gnassingbé doit démissionner, ou qu'il ne veut plus de Gnassingbé, qu'il veut plus d'unir. Ça ne veut pas dire que si le statu quo évolue, qu'ils sont satisfaits. Non, la crise va rester, mais il y aura une évolution sur le plan institutionnel. Mais le problème du Togo, c'est les élections. Et tant qu'il n'y aura pas de réforme, est-ce qu'aller à une élection ne va quand même pas empirer la crise? Je t'apprendrai rien en t'apprenant que, encore une fois, moi je ne connais aucun pays en Afrique où il y a des élections et tout le monde est content. Les Sénégalais iront aux urnes en février, il faut aller au Sénégal, c'est débat éternel sur la constitution, sur le cadre électoral. Le Bénin, je crois que leurs élections c'est en 2021-22, mais ils sont déjà en train de se tirailler là-dessus, en RDC tout ça. On est comme ça en Afrique, les gens ne sont jamais contents sur le truc. L'essentiel c'est que des élections puissent être organisées dans des conditions crédibles, un minimum. Après, il y a toujours des contestations sur le cadre électoral. Même demain, s'il y a alternance, vous verrez que cette histoire de crédibilité des élections ne va pas s'arrêter. Puisque au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, tout ça, c'est des débats. En Guinée, c'est des débats éternels sur le cadre électoral. Donc,
Le statu quo va évoluer, mais la crise, j'en doute. Ici, d'accord. Oui, d'abord, faire une observation. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une feuille de route? Non, ce sont des recommandations. Une feuille de route prévoit un chronogramme pour l'exécuter. Et c'est en cela que je dis que c'est une recommandation ou bien plutôt un menu à la carte, hein, et laisser aux boissons du gouvernement ou du pouvoir de piocher ce qui va à son avantage. Non, au bon soin du gouvernement ou au bon soin des acteurs politiques. Non, qui décide? Qui décide? C'est le gouvernement qui décide, se disant que bon, il est souverain de faire ci, de faire ça. Donc là, c'est ma première remarque. Et s'il faut pointer du doigt, c'est la CEDEAO qu'il faut pointer du doigt d'avoir fait un peu du laxisme autour de ces recommandations sans avoir assorti cela d'un chronogramme. Mais qu'à cela ne tienne, ils se sont rattrapés. Jacques Brou l'avait dit que le comité reviendra avec un chronogramme, mais on était resté sur nos soifs. Bon, c'est pour ça que vous avez écrit hier que la CEDEAO est sur une pente glissante. Évidemment, ça, c'est sans embâche. C'est ça, non, c'est la CEDEAO qui joue sa crédibilité dans cette crise. Bon, maintenant, oui, maintenant, prenons même le chronogramme déroulé par la CENI. On veut organiser 2 élections locales et référendaires couplées, dont on n'a pas les résultats, et on organise 4 jours plus tard. C'est le sait comment. Non, on sait comment ça se passe au Togo. On n'a jamais organisé une élection, on a les résultats en une semaine. Donc en 4. Ah bon? Non, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. C'est pas évident. Bon, non. Et donc peut-être ce serait des résultats. Non, c'est des résultats qu'on va restituer. Comme Tabiou a eu à le dire, il a restitué des éléments qu'il n'a pas compilés. Non, ce que je voulais juste ajouter, et je condamne cela. Si la CENI se permet de faire des conférences de presse électives, c'est-à-dire en choisissant les organes elle veut. Je me pose beaucoup de questions parce que ça a été sectaire, ça a été sélectif, ça a été ségrégationniste. Oui, on nous a pas invités. On n'est même pas informé, on apprend ça sur les médias. Non, tout va y arriver comment? Ça, ce n'est plus une conférence de presse. Et je parle à mon nom personnel et je parle en tant que responsable d'organisation de presse. Bien sûr, vous êtes le patron du peuple. Oui, il faut. C'est pas normal. Il faut dénoncer. Monsieur, merci beaucoup. Je vais donner la parole aux auditeurs maintenant pour quelques minutes avant de revenir à vous. Le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Nous avons abordé pas mal de sujets. On a parlé de santé, corruption, BTCI, UTB et puis politique. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Maglo. Monsieur Maglo? Oui. Nous vous écoutons. Bonjour à tous ceux qui sont à la table là-bas. Oui, vous avez 1 minute. J'avais toujours envie d'intervenir lors de vos débats. Parce que d'abord, j'avais eu des reproches à vous faire. Heureusement que vous êtes amélioré maintenant. Parce que dans le temps, vous critiquez, on ne vous suit pas. Quand quelqu'un prend la parole, il y a un autre qui rentre dedans, on ne sait pas ce que vous dites. Donc heureusement que ça s'est beaucoup amélioré. Et je suis encore très content qu'il y a eu Fabrice et Jean-Pierre Ago qui sont à la table là-bas. Non, Fabrice n'est pas là aujourd'hui. Jean-Paul Ago. Que j'avais eu des questions à leur poser. Et parlant du social aujourd'hui, j'étais très étonné qu'il s'étonne, pour emprunter l'expression de M. Akolo tout à l'heure, que ça ne va pas au CHU. Que dans beaucoup de domaines, ça ne marche pas. Le pouvoir a démissionné, certains l'ont dit. Mais curieusement, à tort et à raison, je ne sais pas, les deux là, c'est des gens qui ont un penchant pour le statu quo. M. Fabrice est même allé. Monsieur Fabrice est même allé. Monsieur Maglo. Monsieur Maglo. Oui. Monsieur Maglo. Oui, je vous l'entends. Monsieur Fabrice n'est pas au plateau. C'est pas une question à poser. On a développé des sujets. Vous donnez-vous votre avis sur le sujet comme les journalistes donnent le leur. Moi, je parle du social. D'accord, oui, allez-y. La façon dont ils trouvent ce pouvoir, parce que lorsqu'il y a un problème, il faut l'extirper par la racine. D'accord. La racine pour nous autres,
c'est que le pouvoir ne doit plus être là. Et Fabrice dit, il disait, même ce matin, il a encore répété que Senkasse ne viendra pas le maire, vice versa. C'est quelqu'un qui prend le statu quo. D'accord. Pour que les choses aillent de mal en pire. Monsieur Maglo? Non, attendez, merci beaucoup. On a compris. Vous dire certaines vérités. Oui. Non. Il faut quand même qu'on arrive à dire certaines choses. Allez-y, nous, on vous a jamais interdit de parler. Parlant de ce statu quo, certains ont jugé mieux qu'il vaut mieux que ce pouvoir démissionne. On doit nous dire que on doit se demander à chef d'État démocratiquement élu. Ce n'est pas parce qu'on a volé, on a triché que les conséquences ne vous suivront pas. D'accord. Si vous avez triché, c'est les conséquences. La crise que nous vivons, c'est à cause de ces élections qui ne sont pas et qui ne répondent pas aux normes. Et alors, on a l'impression d'oublier ce qu'on a fait. On pense que c'est démocratiquement élu que le pouvoir est là. Merci beaucoup, monsieur Maglo. C'est eux qui défendent ce pouvoir. Et ce matin, je suis très étonné qu'ils sont les premiers même à critiquer. J'appelle à deux parce qu'ils ne critiquent pas pour critiquer. Ils amènent des preuves. C'est quelqu'un que j'admire. Dans son développement, je l'admire beaucoup. Mais seulement, il défend le diable des fois. Bonjour. Monsieur Maglo, merci quand même d'avoir pris la parole et de vous être exprimé. Fabrice n'est pas autour de la table. Il y a Olivier Adja qui est là, en plus des autres que vous connaissez déjà. Merci beaucoup, monsieur Maglo, de nous avoir appelé. Il y a quand même beaucoup de réactions aussi sur notre WhatsApp, le 90 71 49 102. Mais avant, un autre auditeur au bout du fil. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Merci, allô? Merci pour votre émission, hein. Oui, c'est madame? C'est madame Monique Amou Monique. D'accord, nous vous écoutons, madame Monique. Oui, merci pour votre émission. Oui. Vous avez parlé de l'hôpital de Coquin. Oui. Mais vous avez oublié de parler des filets qui se trouvent dans les sièges de la maternité. Ah, la maternité. Ceux qui accompagnent les malades à la maternité, là. Oui. Là, ils va siège. Allez là-bas pour voir. Oui. C'est vraiment, c'est pas bien. On est allé là-bas, ça me piquait. Moi, je crois que ce sont des moustiques. C'est un monsieur qui dit, oh madame, ce ne sont pas des moustiques, c'est que ce sont des punaises. J'ai dit punaises, qu'est-ce qu'on appelle comme ça? Oh, punaises, ah madame, regardez, il a tué. Et vraiment, il y a beaucoup de punaises dans ces sièges-là. Comment on peut aller à l'hôpital et ramener des punaises à la maison? Oh là là. Hein? On parle de l'État, mais nous aussi, on peut faire autre chose. D'accord, très bien. Merci beaucoup, madame Monique. Merci de nous avoir appelé. Il y a un auditeur qui nous envoie un message et il dit qu'il félicite pour l'émission. Bon, il veut poser une question, mais on ne peut pas répondre aux questions ici. Il dit, si RPT Unir sait qu'il va gagner les élections, pourquoi ne pas mettre la balle à terre, mais toujours pas des coups de force? C'est ce qu'il a dit. Il y a un autre auditeur qui dit l'attente togolaise n'est-elle pas au-delà des possibilités de la CEDEAO? Est-ce qu'on n'attend pas beaucoup plus de la CEDEAO que d'ordinaire? Un autre auditeur, allô? Allô, c'est M. Ouro. Monsieur Ouro, bonjour. Bonjour, depuis Angola. Nous vous écoutons. Allô? Oui. Oui, nous vous écoutons. Oui, vous avez parlé des hôpitaux, surtout CHU au coin. Oui. Et de la corruption. Oui. C'est-à-dire, tous ces problèmes qui se passent, c'est la politique qui amène tout ça là. Vous voyez, comment on dirige le pays, ça qui fait que même si, c'est-à-dire, quand on parle de la corruption, on peut attraper qui? Si ça parle de petites poussées, des petits poussées plutôt. Vous voyez, donc on ne peut pas prendre, c'est-à-dire ceux qui ont détourné l'argent pour faire les rues. Donc ça fait que, c'est-à-dire tout ça là, c'est la tête. D'accord. La tête, c'est le problème. Il faut organiser des élections propres. C'est sympa amener des problèmes après. Il faut faire des élections propres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Ouro. Merci de nous avoir contactés. Il y a un autre auditeur qui nous dit sur notre compte WhatsApp que, parlant justement de la commission, la haute autorité de la prévention de la lutte contre la corruption, cette commission contre la corruption sait très bien par où commencer, dit l'auditeur. Un quatrième, hein, le dernier d'ailleurs. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. C'est monsieur Iqbal. Monsieur? Allô? C'est monsieur Iqbal, l'appareil. Monsieur Iqbal, nous vous écoutons.
Moi, chaque jour, je me pose une question. Est-ce que c'est les élections qui arrangent le problème togolais? Je me demande pourquoi toujours la CENI court comme un train qui n'a même pas de... Je sais pas quoi. Est-ce que c'est les élections qui ont actuellement le problème togolais? Bon. On remet tout ça là dans les mains de Dieu. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Ekpa. Merci de nous avoir contactés. On ne reçoit plus de coups de fil. Un dernier message. Peut-être il y a un autre auditeur qui nous dit la situation du Togo ne peut pas être réglée par un simple dialogue. Il faut une nouvelle conférence nationale, une vraie, dit-il. Voilà. On va faire un dernier tour de table sur toutes ces questions. Si vous voulez réagir par rapport à ce que les auditeurs ont dit. On va commencer par vous, Olivier. Non, il faut quand même, on ne va pas dire qu'il y a une crise, donc il ne faut pas organiser les élections. Je crois que le calendrier républicain qui est là. Mais je suis d'accord que les élections seules ne règlent pas les problèmes togolais. Et le problème togolais, il faut aller au-delà. Et donc, il faut désinfecter les mentalités même de nous, les Togolais. On a parlé de la corruption. Et ce n'est pas seulement au sommet. Donc, c'est d'ailleurs dans nos classes, dans nos écoles où on estime que tricher, ça peut permettre donc de réussir. C'est à la maison où pour tromper maman, etc., etc. Et aussi, il faut donc ajouter qu'on attend trop de la CEDEAO. On attend trop de la CEDEAO. C'est nous-mêmes qui allons régler ce problème-là. Parce que les facilitateurs, quand ils sont arrivés, ils nous l'ont bien dit qu'ils ne sont pas venus avec des solutions toutes faites. Et pour terminer, il faut que nos amis de l'opposition aussi soient cohérents avec ce qu'ils veulent. Parce que hier, c'était des exigences qui ont évolué en fonction de la direction du vent. Aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes exigences. Chaque jour, on vous dit autre chose. Donc, je crois qu'il faut être cohérent. Et il y a cet auditeur qui nous dit que ce qui le dérange, lui, actuellement, c'est qu'on réduit tout à la politique. Il dit qu'il exige une démission de toute la classe politique. Oui, Jean-Paul Labour. Non, je voudrais juste dire un mot par rapport au premier intervenant et lui dire que en fait, on n'est pas étonné de ce qui se passe, puisque on est au fait de ce qui se passe. C'est pas une surprise. On fait le constat et notre rôle, c'est de dénoncer ce qui s'y passe. Et c'est ce que nous faisons. Donc, il n'a pas à s'étonner qu'on soit nous-mêmes étonnés de ce qui se passe. Et la deuxième chose, c'est lui dire que, comme il souhaite qu'on l'empêche pas de parler quand il intervient ici, qu'il y a un pluralisme non, il a dit qu'il ne faut pas l'empêcher de parler. Donc, c'est de la même manière qu'il faut qu'il souffre que un certain nombre de personnes ne pensent pas comme lui et fassent des analyses qui ne sont pas les siennes. C'est ça aussi la base de la démocratie. Donc, il faut qu'il accepte que les conclusions, les analyses ne sont pas celles qu'il aurait aimé entendre. Et c'est comme ça qu'on peut vivre. Maintenant, sur la question électorale, je crois qu'on a dit l'essentiel. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on demande trop à la CEDEAO et que si nous-mêmes, en tout cas, si les acteurs politiques ne veulent pas eux-mêmes s'entendre sur un minimum pour avancer, vous pouvez faire venir la CEDEAO, l'ONU, tout ce que vous voulez, on ne va pas avancer. Donc, il faut que du côté du pouvoir que de l'opposition, on s'entende sur un minimum pour faire avancer les choses sur la question. Je prends la balle au bon là où Jean-Paul l'a laissé. Et je pense que celui qui a appelé à la rescousse la CEDEAO, c'est bien le président de la République. Et je pense que s'il a une volonté, il pouvait faire appel à la classe politique pour pouvoir régler le problème togolais. Et la balle est toujours dans son camp. La CEDEAO me donne l'impression qu'elle demeure toujours la CEDEAO des chefs d'État. Ce syndicat des chefs d'État est là pour pouvoir voler au secours de leurs homologues. Et c'est l'impression que moi j'ai, et personne ne peut me l'afficher. Et comme dit justement cet auditeur qui est d'accord un peu avec vous, il dit, moi je vois tout simplement que toute la solution est dans la main du président de la République. J'aimerais savoir si c'est à la CENI d'annoncer une élection en principe pour le gouvernement. Ça aussi c'est un vrai débat. Tchakala. Oui, c'est à la CENI d'annoncer les élections ou c'est le gouvernement de le faire? C'est le gouvernement qui entérine. Non, le gouvernement qui annonce. La commission de l'électorat peut annoncer et c'est le gouvernement qui entérine ou peut refuser. D'accord.
Oui, on va finir là-dessus. Je crois que nous avons amené notre tête à la CEDEAO. Qu'on le veuille ou pas, elle va nous coiffer. Elle nous coiffera. Pour au moins avoir un bon... coiffe déjà, non? Elle va nous coiffer. Ceux-là qui disent que la CEDEAO, il faudrait qu'en interne, qu'est-ce que nous avions fait? Si ce n'est de transposer une certaine force, un certain mépris vis-à-vis de ce qui devrait l'être, vis-à-vis du recommandable. Les gens, on a fredonné tout le temps, on a lancé des appels que non, la crise togolaise, le chef de l'État a une grande partition à jouer. Il peut appeler, mais depuis que cette crise est née, est-ce que vous aviez une fois entendu le chef de l'État appeler la classe politique à se retrouver? Même le chef de file de l'opposition lui a adressé des courriers qui sont restés sans suite. Ça veut dire que en interne, on n'est pas en mesure de gérer notre crise et on a lancé l'appel à l'endroit d'une institution sous-régionale qui a ses principes, qui est venue et maintenant on regrette cet appel lancé à l'endroit. Et maintenant, s'agissant de la CENI, c'est une institution qui a montré qu'elle est partisane, qu'elle veut aggraver la crise, qu'elle n'est pas dans cette dynamique-là d'une issue heureuse de la crise. Et c'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, c'est organiser 3 élections en l'espace de 4 jours, cela relève d'un grand scandale. C'est en gestation. C'est en gestation. Nous connaissons. Ce sont pas non, c'est extrêmement affreux et j'ai peur pour ce qu'il en sera. Et comme dit cet auditeur, il y a cet auditeur qui dit que ce que fait la CENI annonce la fin du régime. Bon, c'est ce que l'auditeur a dit. Messieurs, merci beaucoup. On remercie Monsieur Maglo, Monique, Madame Monique, Ouro et Ekpa. Merci Chakala Alirou, Isidore Akolor, Jean-Paul Lago-Arolete et Olivier Adia et non Fabrice. Écoutez, merci beaucoup à Jack Prosper. Appelez-moi Saint-Rigaton. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure sur la radio. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.